Début 2025, le Ghana a fait quelque chose que beaucoup jugeaient impossible. Gagner 2,7 milliards de dollars en or en seulement 4 mois sans découvrir une seule nouvelle mine. Pendant des décennies, le pays s'asseyait sur un triangle d'or aux côtés de l'Afrique du Sud et du Soudan, tout en n'en récoltant que des miettes. Aujourd'hui, le même sous-sol produit soudain des chiffres qui rivalisent avec des années entières de revenus passés. Comment un pays surendetté, à la monnaie fragile, a-t-il renversé l'équation en si peu de temps? Et que vient faire Ibrahim Traoré, capitaine burkinabé, dans cette métamorphose silencieuse qui inquiète désormais les anciennes métropoles? Ce récit n'est pas seulement une histoire de mines et de contrats, c'est un tournant sur la manière dont l'Afrique traite sa propre richesse. En suivant le fil reliant les décisions d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso et la création du Ghana Gold Board, on voit apparaître un modèle capable de récupérer des milliards autrefois perdus dans la contrebande et l'optimisation fiscale agressive. Comprendre ce qui s'est passé au Ghana, c'est comprendre comment un État peut, en quelques mois, transformer l'or en véritable levier de souveraineté plutôt qu'en simple marchandise. Les enjeux dépassent largement Accra et Ouagadougou. Ils concernent les finances publiques, les monnaies locales, la place des petites mines artisanales et la capacité des États à dire non aux règles imposées de l'extérieur. Derrière les chiffres, il y a un message politique discret mais radical, déjà suivi de près au Mali, au Niger, en Tanzanie ou au Zimbabwe. Ce texte propose de dérouler étape par étape comment un modèle inspiré par Ibrahim Traoré est devenu un précédent observé à l'échelle du continent. La première fissure dans l'ancien système n'est pas venue d'un discours, mais d'un rapport technique. En 2025, une organisation spécialisée dans les flux financiers illicites en Afrique publie un chiffre brut qui fige les observateurs. Sur la période 2019-2023, 229 tonnes d'or auraient quitté le Ghana hors des canaux déclarés, représentant environ 11,4 milliards de dollars de valeur disparue. L'écart entre les exportations officielles enregistrées par Accra et les importations déclarées par les partenaires commerciaux était trop grand pour s'expliquer par de simples erreurs comptables. Ce n'était pas l'or qui manquait, mais la propriété sur l'or. Depuis des années, des entreprises minières étrangères, basées au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Afrique du Sud ou en Australie, exploitaient les gisements ghanéens, affinaient le métal à l'étranger et le vendaient sur les marchés mondiaux via des contrats privés auxquels l'État n'avait que rarement accès. Le rôle du Ghana se réduisait à apporter la terre, encaisser une part limitée de taxes et rester en marge des salles où se négociaient les marges réelles. À côté de cette structure formelle, un réseau de contrebande bien établi acheminait l'or via le Togo, le Burkina Faso ou le Mali avant de converger vers Dubaï où des lingots pouvaient circuler avec un contrôle minimal. Des passeurs transportaient parfois les barres dans des bagages à main sur des vols commerciaux, profitant de failles réglementaires et de complicité locale. Les tentatives de corriger le problème par des taxes ponctuelles sur les exportations artisanales en 2019 puis 2022 ont surtout déplacé le flux vers les circuits informels. Pendant ce temps, la question revenait sans réponse satisfaisante. Comment un pays intégré au triangle doré peut-il cumuler dettes, chômage et monnaie instable? Jusqu'en 2025, la réponse était un silence devenu, de fait, complicité. Pour comprendre le tournant ghanéen, il faut suivre une trajectoire qui démarre de l'autre côté de la frontière, au Burkina Faso. En septembre 2022, un capitaine de 37 ans, formé en géologie, prend le pouvoir à Ouagadougou, Ibrahim Traoré. Dans une région habituée aux coups d'État, beaucoup voient d'abord en lui un officier de plus, promis à la même stagnation que ses prédécesseurs. Pourtant, une différence apparaît rapidement. Au lieu de rassurer les institutions financières internationales ou de promettre de nouvelles privatisations, Traoré s'attaque directement aux règles du jeu minier. Son gouvernement interdit les exportations d'or brut, lance la construction d'une raffinerie nationale avec une capacité annoncée de 150 tonnes par an, nationalise des actifs stratégiques contrôlés auparavant par des groupes étrangers et réécrit le code minier pour porter la participation de l'État dans les projets de 10 à 30%. L'objectif est simple,
aucun gramme d'or ne doit quitter le territoire sans qu'une part significative de la valeur ajoutée ne reste au Burkina Faso. Les résultats ne tardent pas. Les réserves nationales d'or triplant, la monnaie locale se stabilise, la dépendance à l'aide étrangère se réduit et le produit intérieur brut progresse régulièrement. Aux yeux de certains analystes occidentaux, Ibrahim Traoré devient un symbole de nationalisme des ressources. Pour d'autres, il incarne un retour offensif à l'idée que les richesses minières doivent d'abord servir la population locale. Ce sont précisément ces chiffres et cette attitude qui retiennent l'attention d'Accra et nourrissent, à terme, ce qu'on appellera plus tard un Ibrahim Traoré Burkina Faso Blueprint. Sur le Ghana, la séquence commence par une lente accumulation de signaux, puis bascule en quelques décisions concentrées sur l'année 2025. Dans les années qui précèdent, les gouvernements successifs tâtonnent. En 2019, une taxe de 3% est imposée sur les exportations d'or artisanal. L'effet est immédiat, mais inverse à celui recherché. Les exportations officielles reculent, la contrebande se renforce, les mineurs à petite échelle, préférant vendre hors du cadre fiscal plutôt que de supporter un prélèvement jugé excessif. En 2022, la taxe est abaissée à 5%, ce qui produit une reprise modérée des flux déclarés sans pour autant colmater les fuites. Le système reste structurellement vulnérable avec des données sous-déclarées, des structures d'entreprises complexes permettant l'optimisation fiscale et une administration minière fragmentée. Finalement, en mars 2025, le gouvernement reconnaît publiquement que ces ajustements sont insuffisants face à un dispositif de prédation beaucoup plus large. Le prélèvement sur les achats d'or artisanal non traité est supprimé, ouvrant la voie à une refonte plus profonde. C'est dans ce contexte que John Dramani Mahama revient au pouvoir début 2025. Son précédent mandat avait été associé à des difficultés économiques et à des critiques sur la continuité d'un modèle trop favorable aux acteurs étrangers. Cette fois, le président civil revient avec l'intention affichée de ne plus se contenter d'améliorer marginalement les contrats existants. Sur son bureau, un exemple concret attire l'attention. Le modèle burkinabé impulsé par Ibrahim Traoré. Très vite, un projet de Ghana Gold Board, souvent abrégé en Gold Board, apparaît dans les documents officiels. L'idée figure déjà dans un manifeste politique en 2020, mais elle devient priorité en 2024. Un comité technique est mis en place, des consultations sont menées avec les parties prenantes du secteur, puis le dossier arrive devant le Parlement. Le 28 mars 2025, la loi 1140 est adoptée, créant officiellement le Ghana Gold Board avec un mandat large, réguler, acheter et gérer l'exportation de l'or en concentrant les leviers auparavant dispersés entre différentes structures. En avril, Mahama promulgue la loi. Le Gold Board devient l'unique acheteur et exportateur légal pour l'or du pays, en particulier pour la production artisanale et à petite échelle. À compter du 30 avril 2025, une date limite cruciale, les étrangers se voient interdire l'accès direct aux marchés locaux de l'or. Les groupes commerciaux venant des Émirats arabes unis ou de Suisse, qui achetaient jusque-là le métal en dessous des prix du marché sans véritable transparence, sont écartés. Désormais, seules des entités approuvées par l'État peuvent participer à l'écosystème d'exportation avec des obligations renforcées en matière de fiscalité et de réinvestissement local. En juillet 2025, une autre étape clé est franchie, la création d'une task force anti-contrebande rattachée au Ghana Gold Board, dotée de personnel issu des forces armées, de la sécurité nationale et de la police, équipée de caméras corporelles, de véhicules suivis par GPS et d'outils de traçabilité. Cette unité doit accompagner le changement juridique par une présence opérationnelle. Pour encourager les dénonciations, un mécanisme prévoit que les informateurs reçoivent 10% de la valeur de leur saisie. Ainsi, en moins d'un an, le Ghana passe d'une approche fragmentée et fiscale à une stratégie centralisée inspirée, dans l'esprit, de ce qu'Ibrahim Traoré a mis en place au Burkina Faso. Contrôle des sorties, recentrage sur la souveraineté et remise en cause frontale des rentes liées à la contrebande. Les effets de cette réorganisation se lisent d'abord dans les chiffres. Entre janvier et avril 2025, le Ghana enregistre 2,7 milliards de dollars de revenus
tiré des exportations d'or via la Precious Minerals Marketing Company et le Ghana Gold Board combiné. Sur toute l'année 2023, le pays n'avait atteint que 2,19 milliards de dollars pour le même métal. En 4 mois, le rythme des gains dépasse déjà celui d'une année entière 2 ans plus tôt. Un deuxième indicateur confirme l'ampleur du changement, le volume exporté. Les exportations officielles passent d'environ 7500 kg au début de 2023 à plus de 30 000 kg sur la même période en 2025. Autrement dit, les volumes déclarés sont presque multipliés par 4. Ce n'est pas une explosion soudaine de la production, aucune nouvelle mine majeure n'ayant été découverte, mais la capture de flux auparavant détournés. En juillet 2025, lors de l'inauguration de la Task Force anti-contrebande, John Dramani Mahama annonce que le Ghana a exporté 5,7 tonnes d'or sur les 5 premiers mois de l'année pour une valeur totale de 5 milliards de dollars. En août, le cumul atteint 66,7 tonnes et environ 6 milliards de dollars. Ces chiffres s'inscrivent en miroir des 229 tonnes disparues entre 2019 et 2023. Ce qui était autrefois comptabilisé comme une hémorragie devient progressivement une ressource capturée. Le segment des petites mines illustre particulièrement bien cette mutation. Au premier semestre 2024, la production artisanale déclarée tourne autour de 25 tonnes. Au premier semestre 2025, elle atteint 5,5 tonnes, soit un doublement du volume et une augmentation estimée à 180% de la valeur. Pour la première fois, selon la direction du Ghana Gold Board, la production issue des mines artisanales et à petite échelle dépasse celle des grandes exploitations industrielles. Sur le plan macroéconomique, l'or représente désormais environ 64% des exportations totales du pays et contribue à près de 7% du produit intérieur brut sur la première moitié de 2025. Les réserves de change augmentent, la Banque centrale renforce ses stocks d'or à plus de 37 tonnes en septembre et la monnaie ghanéenne retrouve une certaine stabilité. Ces données alimentent un débat plus large sur la manière dont un État peut transformer une ressource longtemps considérée comme une source de vulnérabilité en instrument de résilience. Pour de nombreux observateurs africains, ce basculement quantitatif rappelle ce que Ibrahim Traoré a cherché à faire au Burkina Faso, substituer à l'exportation d'or brut un contrôle accru de la chaîne de valeur. Dans les discussions régionales, le nom du capitaine revient fréquemment, que ce soit à travers des références directes à Ibrahim Traoré Interview dans les médias ou dans des analyses de Burkina Faso News qui mettent en parallèle les trajectoires burkinabées et ghanéennes. Face à ce type de réforme, un argumentaire critique bien rodé se déploie. D'un côté, certains milieux financiers affirment que la création de monopoles publics comme le Ghana Gold Board ou la nationalisation accrue menée par Ibrahim Traoré relève d'un nationalisme des ressources risqué. Selon cette lecture, ces politiques menaceraient la confiance des investisseurs, décourageraient les capitaux étrangers, ralentiraient l'innovation technologique et fragiliseraient des économies déjà exposées aux chocs externes. Le recours à des task force et à des pouvoirs étendus de l'État est parfois présenté comme le signe d'une dérive autoritaire. De l'autre côté, des critiques internes soulignent le danger de concentrer autant de pouvoir entre les mains d'une agence unique. Ils craignent que la centralisation ne crée de nouvelles opportunités de corruption, de clientélisme ou de favoritisme, simplement déplacées d'une sphère privée multinationale vers des cercles politico-administratifs nationaux. Même lorsqu'ils reconnaissent les excès du système précédent, certains acteurs redoutent qu'un modèle à la Ibrahim Traoré ou à la Ghana Gold Board ne remplace une opacité par une autre. Pour discuter honnêtement de ces objections, il faut revenir aux données. Au Burkina Faso, les réformes impulsées par Ibrahim Traoré se traduisent par une hausse des réserves, une croissance du PIB d'environ 4 à 6% par an et une réduction de la dépendance à l'aide extérieure. Au Ghana, les chiffres de 2025 montrent une multiplication par plus de 2 des exportations artisanales officielles et une progression rapide des recettes, sans effondrement du secteur. Au contraire, de nouveaux entrepreneurs locaux entrent dans la chaîne de raffinage, de logistique et de commerce.
Les risques existent, mais ils ne s'opposent pas mécaniquement au principe de souveraineté. Ils posent plutôt la question des garde-fous institutionnels, de la transparence et du contrôle citoyen sur ces nouveaux instruments. L'expérience ghanéenne n'invalide pas l'investissement privé en soi, elle remet en cause un schéma où l'essentiel de la valeur échappait aux pays producteurs. C'est ce déplacement du centre de gravité qui fait débat, et c'est précisément ce que regardent aujourd'hui les capitales africaines. Un élément charnière de cette histoire tient en une phrase simple. Le Ghana a assumé qu'il copiait en partie le modèle burkinabé. Là où, autrefois, la référence implicite venait de Washington, Paris ou Londres, le plan de redressement s'inspire désormais d'un voisin sahélien dirigé par un capitaine en treillis, Ibrahim Traoré. La création du Ghana Gold Board comme acheteur et exportateur unique, l'interdiction des commerçants étrangers sur les marchés locaux de l'or, la mise en place d'une task force dotée de moyens techniques et d'un système d'incitation à la dénonciation, tout cela forme un ensemble cohérent qui rappelle l'option choisie à Ouagadougou. Fermer le robinet de la fuite plutôt que creuser de nouveaux puits. Le point médian de la courbe n'est donc pas seulement le chiffre de 2,7 milliards de dollars en 4 mois, ni les 5 milliards en 5 mois. C'est le moment où un État démocratique comme le Ghana assume publiquement qu'un modèle élaboré dans un contexte militaire, celui d'Ibrahim Traoré, peut être adapté dans un cadre institutionnel différent, sans renoncer à la souveraineté recherchée. Sur le terrain, les conséquences se déclinent en plusieurs couches. Pour les populations rurales vivant de l'exploitation artisanale, la formalisation accélérée offre une perspective inédite. Là où les mineurs recevaient auparavant des montants dérisoires de la part d'intermédiaires ou de commerçants étrangers, ils disposent désormais d'un acheteur national unique avec des prix plus transparents et une possibilité de négocier sur la base de références internationales. La hausse de 100% des volumes officiels exportés par ce segment en un an recompose progressivement les rapports de force. Pour l'État, la nouvelle architecture signifie une margée budgétaire accrue. Les milliards captés en quelques mois ne se traduisent pas seulement par des statistiques améliorées, mais par un espace concret pour financer des programmes de développement sans recourir systématiquement à l'endettement externe. L'expérience d'Ibrahim Traoré, souvent rappelée dans les discussions sur Ibrahim Traoré Burkina Faso, montre comment une telle marge peut être utilisée pour stabiliser la monnaie, renforcer des secteurs stratégiques et réduire l'emprise de l'aide conditionnelle. Dans le secteur privé local, l'éviction partielle des intermédiaires étrangers laisse place à une nouvelle génération d'acteurs, petites et moyennes entreprises ghanéennes qui investissent dans des installations de raffinage, des maisons de commerce ou des réseaux logistiques. Cela crée des emplois au-delà de la mine elle-même, dans le transport, la transformation, les services financiers et la certification. La chaîne de valeur s'épaissit sur le territoire au lieu de se matérialiser à l'étranger. À l'échelle régionale, l'effet de démonstration est évident. Au Mali, où l'on estime depuis longtemps qu'une grande partie de l'or quitte le pays sans être déclaré, l'idée de créer un organisme proche d'un Mali Gold Board circule dans les ministères. Au Niger, confronté à des sanctions et à une pression économique forte après des ruptures politiques, la tentation est grande de considérer l'or comme un pilier de résilience intérieure. En Tanzanie, des débats anciens sur la propriété locale dans les projets miniers ressurgissent. Au Zimbabwe, des responsables qualifient le modèle ghanéen de réponse panafricaine aux excès de l'économie coloniale des ressources. Enfin, sur la scène internationale, cette évolution alimente une tension discrète. D'un côté, des institutions comme la Banque africaine de développement saluent la capacité du Ghana à renforcer sa position budgétaire par une meilleure gouvernance de l'or. De l'autre, certains think tanks occidentaux s'inquiètent d'une possible contagion de ce modèle, perçu comme une remise en cause des schémas d'approvisionnement traditionnels. La figure d'Ibrahim Traoré se retrouve ainsi au centre d'un débat plus large que sa seule frontière nationale, prolongeant la portée des analyses et des Ibrahim Traoré interviews relayées dans la région. À horizon de 6 à 12 mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour le Ghana et, par ricochet, pour les pays qui envisagent de suivre un chemin similaire. Dans un scénario de base, le Ghana consolide les gains déjà enregistrés.
Le Ghana Gold Board perfectionne ses procédures, le système de traçabilité en cours de préparation est déployé progressivement et le laboratoire d'analyse certifié ISO annoncé pour 2026 avance selon le calendrier prévu. Les volumes officiels restent élevés, la part de l'or dans les exportations se stabilise autour de niveaux comparables à ceux de 2025 et l'État parvient à utiliser une partie des revenus pour réduire certaines dettes à court terme ou financer des infrastructures clés. Le modèle reste exigeant, mais globalement viable. Dans un scénario optimiste, le pays parvient à franchir une étape supplémentaire. La mise en conformité avec les standards internationaux, notamment ceux de la London Bullion Market Association, ouvre un accès plus large au marché premium pour des lingots raffinés localement. La confiance envers le Ghana Gold Board se renforce, les mineurs artisanaux s'y intègrent durablement et des partenariats régionaux se mettent en place pour partager la technologie de suivi. L'exemple ghanéen devient alors un prototype que le Mali, le Niger ou d'autres pays adaptent à leur propre cadre légal, approfondissant la dynamique initiée par Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Dans un scénario pessimiste, les tensions internes et les pressions externes se combinent. Des résistances apparaissent au sein des réseaux affectés par la perte des rentes liées à la contrebande, des scandales de gouvernance touchent le Ghana Gold Board, et certains partenaires extérieurs conditionnent leurs relations économiques à des assouplissements. Dans ce contexte, une partie des flux peut recommencer à échapper aux circuits officiels, affaiblissant le nouveau système. Ce risque n'annule pas les avancées de 2025, mais rappelle que le succès du modèle dépend autant de la solidité des institutions que des décisions politiques initiales qui ont pris comme référence l'expérience d'Ibrahim Traoré. Derrière les sigles, les lois et les tonnes d'or, ce récit concerne différents publics de manière très concrète. Pour celles et ceux qui vivent près des sites miniers, au Ghana comme au Burkina Faso, la question est simple, l'extraction continuera-t-elle à détruire les sols et à enrichir surtout des acteurs lointains, ou la nouvelle architecture permettra-t-elle de financer des écoles, des routes, des centres de santé à proximité des gisements? Le choix entre une richesse qui traverse les villages sans y laisser de traces durables et une richesse qui s'y ancre est au cœur de ce déplacement politique. Pour les jeunes des villes, souvent confrontés au chômage et à une économie informelle instable, l'enjeu est différent. La construction d'une filière aurifère plus intégrée peut ouvrir des opportunités dans des métiers variés, de la logistique au contrôle qualité, de la finance à la maintenance industrielle. Elle peut aussi donner le sentiment qu'il est possible de redéfinir certains rapports avec l'extérieur en s'appuyant sur un exemple africain, qu'il s'agisse de Burkina Faso News ou de statistiques ghanéennes. Pour la diaspora, qui suit ces évolutions depuis Londres, Paris, New York ou Toronto, les décisions d'un Ibrahim Traoré ou d'un John Dramani Mahama interrogent une autre dimension. Que signifie investir, revenir ou s'engager dans des pays qui reprennent la main sur leurs ressources? Les débats autour de Ibrahim Traoré Burkina Faso ou des performances du Ghana deviennent autant de repères pour évaluer la profondeur des changements en cours. Enfin, pour les citoyens d'autres pays africains, ces expériences fonctionnent comme des miroirs. Elles posent une question simple. Si un État démocratique comme le Ghana peut récupérer des milliards en quelques mois en s'inspirant d'un modèle né à Ouagadougou, qu'est-ce qui empêche d'autres capitales de tenter, à leur tour, une réécriture des règles du jeu minier? Si l'on cherche à extraire une feuille de route à partir de ces expériences, plusieurs étapes se dégagent. La première consiste à rendre visible l'ampleur de la fuite. Au Ghana, le rapport révélant les 229 tonnes d'or manquantes et les 11,4 milliards de dollars associés a servi de point d'appui incontestable pour justifier une réforme profonde. Sans ce diagnostic, la tentation reste forte de se limiter à des ajustements marginaux. La deuxième étape est la création d'un instrument central de gouvernance, qu'il s'agisse d'un Ghana Gold Board ou d'une structure équivalente, capable de regrouper régulation, achat et exportation dans un cadre clair. C'est cette centralisation qui permet à la fois de réduire la fragmentation des responsabilités et de négocier plus fermement avec les acteurs privés. Sur ce point, l'exemple d'Ibrahim Traoré, qui a renforcé le rôle de l'État burkinabé dans les mines, reste une référence structurante.
Troisièmement, il faut articuler la réforme avec des mécanismes d'application concrets, task force, système de traçabilité, récompense pour les dénonciations d'activités illicites, coopération entre forces de l'ordre et autorités fiscales. Sans ces outils, les nouvelles règles risquent de rester théoriques. Enfin, une dimension essentielle concerne la légitimité politique. Au Ghana, l'inscription du Ghana Gold Board dans un cadre démocratique, avec un débat parlementaire et une présidence civile, offre un contraste intéressant avec le contexte burkinabé. Cela montre que le cœur du modèle, contrôler la sortie de l'or, comme l'a défendu Ibrahim Traoré, peut être adapté à des systèmes politiques différents, à condition de maintenir un minimum de transparence et de participation. Au centre de ce récit se trouve une figure qui dépasse les frontières de son pays, Ibrahim Traoré. Pour certains, il reste un chef militaire contesté. Pour d'autres, il incarne la possibilité d'une rupture assumée avec un ordre économique hérité de la période coloniale. Ce qui est sûr, c'est que les décisions prises à Ouagadougou ont fourni un modèle concret, suffisamment solide pour qu'un État comme le Ghana s'en inspire. Lorsque l'on observe les chiffres de 2025, des milliards récupérés et des dizaines de tonnes officiellement exportées, il est difficile de ne pas y voir le prolongement d'une idée que des figures comme Thomas Sankara portaient déjà. Les richesses africaines doivent d'abord servir les populations africaines. Ibrahim Traoré n'a pas inventé ce principe, mais il l'a remis en pratique dans un contexte contemporain où l'interdépendance financière est forte. En voir les effets à Accra, dans un cadre institutionnel différent, c'est constater que la souveraineté n'est pas un slogan figé dans le passé. C'est une série de décisions précises, parfois risquées, qui redessinent, gramme après gramme, la trajectoire d'un pays. L'histoire croisée du Burkina Faso et du Ghana n'est ni un modèle parfait, ni une formule magique. Elle montre toutefois qu'en partant d'un constat chiffré clair, des pays peuvent choisir de reprendre la main sur des ressources longtemps considérées comme perdues. Les débats autour de Ibrahim Traoré Burkina Faso, les analyses de Burkina Faso News et les discussions suscitées par les performances ghanéennes témoignent déjà d'un intérêt régional pour ces nouvelles configurations. La question qui demeure est simple. Comment ces expériences seront-elles prolongées, adaptées, peut-être corrigées dans les années à venir ? Les réponses ne viendront pas seulement des palais présidentiels ou des institutions financières, mais aussi des communautés minières, des entrepreneurs locaux et des citoyens qui demandent des comptes sur l'usage de cette richesse. Prendre le temps de suivre ces trajectoires, de comparer les chiffres, d'écouter les voix qui s'en emparent, c'est une manière de participer au débat sur la souveraineté économique du continent. Ce qui se joue à Accra et à Ouagadougou dépasse déjà ces deux capitales.